Combien de fois vous êtes-vous dit que votre enfant mériterait une médaille pour ses fantastiques répliques ? Eh bien maintenant, à défaut de pouvoir lui attribuer un prix spécial, vous pouvez partager ces frasques avec l'équipe de #Vie de parents qui se fera un plaisir de les transmettre à ses abonnés. Le partage est le principe même de cette génialissime nouvelle plateforme. Outre les frasques de vos bambins et têtes blondes, #Vie de parents partage de nombreuses autres choses. Des événements au format divers, des conseils en tout genre, des concours et surtout la bienveillance dont les parents ont tant besoin. Son credo ? La parentalité sans tabou. Cléoriana, Magda et Carmen ont pensé cette plateforme comme celle qu'elles auraient aimé avoir lorsqu'elles ont découvert la parentalité. Aujourd'hui, elles s'investissent pour proposer aux parents de la région biennoise nombre d'activités pour briser les tabous liés à la parentalité et de créer du lien avec d'autres parents pour se sentir moins seuls et mieux accompagnés dans ce cheminement à la fois merveilleux et difficile. Au travers d'une discussion passionnante sur la parentalité avec Cléoriana et Magda, je vous propose de découvrir les origines de ce fantastique projet et sa concrétisation. On est avec Cléoriana et avec Magda aujourd'hui. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez vous présenter et nous dire ce que vous faites et nous présenter #Vie de parents ? Et Carmen aussi, accessoirement. Exact, donc Carmen n'est pas là aujourd'hui avec nous parce qu'elle est en fin de grossesse. Il y a Magda et moi. Je m'appelle Magda, j'ai 30 ans, bientôt 31 ans. En 2018 est né mon premier garçon, Arsène. Du coup, je m'appelle Cléoriana, j'ai 32 ans et puis je suis devenue maman pour la première fois en 2019. J'ai créé la plateforme #Vie de parents dans ma tête à l'arrivée de mon premier enfant. Ah, donc il y a déjà... maintenant 3 ans. Quand je dis dans ma tête, c'est qu'en fait, c'était juste dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, j'ai senti un monde s'est ouvert à moi avec l'arrivée de mon premier enfant. Et puis, j'ai vu qu'il y a énormément d'informations, mais qu'en même temps, du moment où le bébé est là, et ben, du coup, il y a un petit peu moins d'informations. Il y a beaucoup d'infos avant, tu vois, pendant que t'es enceinte et tout. Et du moment où le bébé est là, ça devient, et plus il grandit, plus ça devient difficile de trouver de l'information. T'es moins entouré, il y a plus la sage-femme, tu vois, il y a plus tous ces rendez-vous, etc. Mais à ce moment-là, j'avais pas le temps. C'est un premier enfant, ça prend beaucoup de temps. Après, tu recommences le travail, l'allaitement, etc. Et puis, voilà, c'est une idée qui est restée un peu dans mon esprit. Mais après, il y a le deuxième qui est arrivé, avec Covid. Donc, du coup, t'as encore moins le temps. Et un petit peu avant l'année du deuxième, j'ai recommencé de manière plus récurrente à penser à ça. Et donc, au projet, je savais pas encore quelle forme il allait avoir. Et là, j'ai commencé à avoir le temps et je me suis dit, bon, je vais mettre quelques idées sur le papier. Et c'est là que le projet s'est concrétisé à ce moment-là. Il s'appelait pas encore #Vie de parents, mais voilà, j'ai fait le business plan. Et puis, ma sœur m'annonce qu'elle est enceinte du deuxième, donc ma sœur Carmen, exactement. Et puis elle me dit, mais en fait, donc il s'agissait pas encore d'une plateforme, il s'agissait pas encore de #Vie de parents, mais j'avais envie de créer des événements parce que de formation, j'organise des événements. Et donc du coup, je voulais organiser des événements au service de la parentalité, qui permettait aux gens de se retrouver, parce que je trouve que en fin de compte, quand t'es parent, oui, tu peux aller, tu vois, à des cours de yoga, mais tu vas à ton cours, tu repars, et c'est pas pour autant que t'as échangé avec les parents qui sont là, que t'as réussi à créer un petit moment de partage. Donc l'idée, c'était de créer des événements sur des thèmes en relation à la parentalité, mais sauf que j'avais pas exactement les thèmes. J'étais encore dans la conception du projet, mais les thèmes étaient pas encore là. Puis elle me dit, mais en fait, ça me parle trop, j'ai vécu la même chose que toi, je trouve ce manque, il est réel. J'ai parlé avec beaucoup de mes copines et j'ai des sujets qui me viennent à l'esprit. Je prends le temps de mettre quelque chose par écrit et je te retiens au courant. Puis je pense que c'était 1 mois et demi, 2 après, on est parti en voyage avec Magda, que vous connaissiez, vous êtes amis. Léo et Carmen m'ont parlé de ce projet dans le train à l'occasion d'un voyage qu'on a fait pour fêter mes 30 ans, qu'elles m'ont offert. Elles m'ont parlé de ce projet et tout de suite, je me suis dit, mais moi, je veux faire ça avec vous. À la base, on lui a juste lu la description, parce que vu qu'on lui en avait pas encore parlé, on voulait avoir l'avis d'une personne externe qui était une personne qui se sentait concernée. Est-ce qu'elle comprenait un peu le but du truc? Puis elle nous regarde comme ça, puis elle dit, mais en fait, moi, je veux faire avec. Moi, je saute dans le bateau, dans le train en marche, là, tout de suite. Et puis moi, je suis une passionnée de création digitale, création de contenu, surtout sur Instagram. Et moi, j'ai dit, aujourd'hui, les filles, la communication, elle se passe sur Instagram. Est-ce que vous voulez que je m'occupe de ça? Parce que ça, c'est ma spécialité. Surtout que, à ce moment-là, dans le business plan, j'avais déjà dit que notre canal de communication
préféré, ça allait être Instagram. Et à ce moment-là, je savais pas encore que Magda allait faire partie, tu vois, du début du projet. Elle était prête à engager quelqu'un pour s'occuper de ça. Et puis moi, j'ai dit non mais moi, si vous êtes d'accord, je m'inclus intégralement dans le projet avec vous et je m'occupe de ça avec plaisir, vraiment. Et vraiment, c'est ma passion. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a paru complètement naturel en fait. Surtout que depuis que Carmen et Cléo ont eu des enfants aussi, parce que moi j'ai été la première à devenir maman, on a énormément partagé sur le sujet et puis c'est clairement ce qui m'a permis de sortir la tête de l'eau aussi. Mais voilà, on était déjà dans cette configuration de partage et tout entre nous, et puis je me suis dit mais oui, en fait il faut en faire profiter tout le monde, et puis c'est vraiment ce qui manque dans notre société. Il faut permettre aux parents de parler des super bons côtés que la parentalité amène, mais aussi des côtés un peu moins roses, un peu moins heureux, et la vraie vie d'un parent, tu vois. C'est ça, pas celle qu'on voit sur les réseaux sociaux ou dans les films. Et dès le début aussi, ce qui nous tenait à cœur, c'est pour ça qu'on parle de parents et pas de maman ou de papa, mais c'est d'inclure, tu vois, les papas au même titre que les mamans. Parce que souvent, la parentalité elle est conjuguée au féminin. Toutes les influenceuses, tous les comptes, tu vois, sur Insta, sur les réseaux, même dans les magazines, c'est souvent la femme qui parle. Et on le vit grâce à nos maris et tout, mais en fait on se rend compte que la plupart des gens ils s'investissent au même titre, tu vois. Magda et moi on est à la maison avec les enfants, donc en termes d'heures peut-être pas, mais au même titre dans le sens où ils sont préoccupés autant que nous par je sais pas une maladie, la naissance. Mon mari, on y reviendra tout à l'heure, tu vois, mais il a été pris par la naissance du premier, plus que je ne l'étais, où il a vécu l'expérience d'une toute autre intensité que je l'ai vécue, tu vois. Donc, et en fait, ils ont pas la possibilité, autant que nous, à l'heure actuelle, de pouvoir partager ces expériences-là, en fait. C'est pas dans toutes les plateformes qu'on trouve quand même la place du papa. Et puis ici, en Suisse romande, c'est encore une autre problématique. On essaye d'avancer petit à petit, et on le voit là avec le congé paternité, on avance, mais alors, des tout petits pas, c'est déjà bien. Mais à tout plein de niveaux, enfin, Oui, mais aussi dans la société telle qu'elle est encore ici, en tout cas en Suisse, c'est comme ça, je trouve. On n'élève pas les petits garçons à oser dire ce qu'ils ressentent. Non. Et plus tard, adultes, ils sont adultes, ils deviennent papas, ils gardent tout pour eux. Ouais. Et moi, c'est un problème qu'on a vécu vraiment de l'intérieur avec mon conjoint, c'est que quand on a eu notre premier enfant, lui, il a tout gardé pour lui. Il s'est mis une pression monstre sur les épaules. Il fallait tout gérer. Il fallait être un papa présent. Il fallait s'occuper de la maman, s'occuper de moi, aider à la maison, mais assurer au travail puisqu'il travaillait à 100%. Continuer à faire du sport, garder une vie sociale, et tout ça, en fait, il l'a gardé pour lui jusqu'au moment où il a failli exploser, en fait. Ouais. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, mais oui, en fait, il faut parler, quoi. Il faut oser dire que, là, ça me fait trop, là, je gère plus. Et en fait, t'as pas besoin de tout gérer. On est humain, on n'est pas des robots. Donc, dis-moi quand ça te fait trop. Et moi aussi, je te dis quand ça fait trop. Et comme ça, on va sortir la tête de l'eau, parce que là, on va juste couler tous les deux, en fait. Ouais. Mais ça, encore aujourd'hui, c'est tabou, en fait. Un homme, c'est viril, ça ne dit pas ce qu'il pense, ça ne dit pas ce qu'il ressent. Et c'est horrible, quoi. C'est une pression qui est horrible sur les épaules de quelqu'un. Ouais. Donc nous, on aimerait aussi, à travers cette plateforme, donner la parole aussi aux papas et leur dire, en fait, c'est ok de pas se sentir les épaules assez larges par moment. C'est ok de se reposer sur sa partenaire, son partenaire. Et voilà, et juste, on est deux, on est une équipe, faut travailler ensemble. Ouais. Et la balayne de hashtag Vie de Parents, c'est la parentalité sans tabou. Et je pense que ça, c'est la deuxième partie de l'ADN de hashtag Vie de Parents, tu vois, c'est ces tabous et ces injonctions. Arrêter de garder pour soi, arrêter de vouloir revenir avec ce corps parfait, arrêter de vouloir être à 100% et là. Dire aussi quand ça va pas, parce que t'as le droit de le dire tout autant quand ça va pas que quand ça va. Et donc l'idée des événements qu'on organise et la tonalité de notre page Instagram, c'est vraiment de proposer des événements sur des thèmes qui sont pas abordés dans notre société. Tu vois, le postpartum, on en parle, mais souvent, on en parlait tout à l'heure avec moi, on en parle souvent, oui, c'est magnifique, tu as passé le meilleur moment de ta vie, tout, c'est pas forcément ça, tu peux très bien le vivre, mais dans ce très bien, il peut aussi y avoir des moments où tu auras envie de partager certaines choses, où tu as été désinformé, où tu as été... tu vois, donc voilà, par exemple, le postpartum, la sexualité dans le couple, après l'arrivée d'un enfant, d'un deuxième ou d'un troisième, chaque fois c'est différent. Il y a un événement qui sera complètement dédié au papa, donc vraiment comme un sort de cercle de partage
partage, de parole. Et donc voilà, l'idée c'était d'organiser des événements, mais pas des événements un peu bateaux, mais surtout sur des sujets où il y a besoin de parler, où il y a besoin d'être informé, mais de manière réelle, et pas édulcorée. Et puis en fin de compte, les événements c'est aussi des prétextes au partage. Créer des environnements ou des ambiances où les parents, au fur et à mesure des événements, pourront se revoir, se sentir en confiance de partager, d'être sûr que les informations qu'ils reçoivent, c'est des informations de première main. Alors nous, il faut être clair que nous, on est parents et on organise des événements. C'est pas nous on n'est pas spécialistes de tous les sujets qu'on va aborder. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille à chaque fois avec des spécialistes. Pour le postpartum, il y aura des sages-femmes, il y aura des doulas, il y aura des responsables de maisons de naissance. Pour l'atelier pratique pour les rangements de chambres d'enfants, c'est une professionnelle du rangement certifiée dans la méthode de Marie Kondo qui vient nous donner des tips sur comment ranger ou genre voilà, et intégrer l'enfant à ranger sa chambre de manière ludique, etc. Et voilà. Ça, c'est pour un peu l'ADN #8parents. Ça, c'est top. Et ce qui est cool, en plus, c'est que vous allez avoir votre lieu, un espace qui sera dédié. Ça sera toujours au même endroit ou comment ça va se passer? Justement. En fait, on s'est dit qu'en fonction des thématiques, on aurait un besoin spécifique, tu vois, en termes de lieu. Donc en fait, on s'est dit non, déjà c'est cher. Tu vois, on est totalement autofinancier, donc on n'a pas de bureau, on travaille plus chez nous, on n'a pas de lieu dédié aux événements. Chaque fois, on investit un lieu. Donc tu vas t'imaginer les événements #8parents comme un peu des pop-up en fonction de la thématique. Okay. On a trouvé un lieu adapté. Mais c'est mieux parce qu'au final, enfin c'est génial, c'est hyper adapté. Donc. En général, ça se passe comme ça, c'est qu'on a une idée d'événement qui vient suite à une rencontre qu'on a fait en général. Ensuite, on va chercher le lieu. C'est déjà arrivé qu'on trouve aussi un lieu, puis on se dit, là, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on travaille autour de ce lieu. C'est aussi arrivé, mais en général, c'est plutôt dans l'autre sens. Et puis du coup, oui, on a toujours un lieu qui colle bien au thème, qui colle aussi toujours à notre ADN, parce une salle, c'est une salle, mais il faut qu'elle ait quelque chose de nous, qu'on se reconnaisse dedans, Donc oui, c'est tout un travail aussi de chercher le lieu idéal, mais au fur et à mesure, il y aura des professionnels qui vont vous contacter, j'imagine. En plus, avec le bouche à oreille, tout le travail qui sera fait, ils vont vous contacter. Ça va aussi beaucoup bouger après. C'est déjà le cas là. Voilà, c'est cool. Ça commence. Oui, on a nous-mêmes été assez surprises par l'intérêt porté à la plateforme, tu vois, en l'espace. Maintenant, ça va faire 3 mois qu'on a ouvert le compte Instagram pour parler de ça, parce que c'est notre principal canal de communication, et on en est maintenant à bientôt 750. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, en peu de temps, c'est énorme. Tu vois, avec une communauté hyper engagée. Chaque fois qu'il y a une bulle à questions, des réponses, tu vois, les gens vraiment ils sont hyper engagés, tu vois, dans leur interaction. Et puis après, au-delà de ça, on a eu les médias qui ont été hyper intéressés depuis le début. Nous-mêmes, on était les premières surprises un peu de cet engouement, et pas seulement local, comme Femina, Micro Magazine, la télé. Donc du coup, on s'est dit ok, on est dans le bon, il y a une demande, c'est quelque chose dont on parle maintenant, parce que si on parlait l'autre jour, mon premier enfant, il va faire 3 ans, donc j'ai l'impression que c'était hier, mais tu sais, en fait, j'avais pas toute cette information à l'époque. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être je savais pas chercher, mais Magdalene m'a dit non, tu as les podcasts. Moi, j'étais déjà hyper connectée. C'est un peu à cette période-là où j'ai commencé à être hyper connectée sur Instagram et tout. Je l'étais déjà avant, mais sur d'autres sujets, d'autres thèmes. Mais il y a pas beaucoup de mamans qui disaient que c'était compliqué le postpartum. Personne n'osait dire. C'était très maternité parfaite, où on retrouve la ligne tout de suite. Enfin voilà. Puis c'est maintenant qu'on ose un peu parler. Donc c'est dans l'air du temps. Il y a une demande. Et puis le fait qu'on soit à Bienne, en fin de compte, c'était un peu arbitraire, dans le sens où c'est là où on est d'origine, tu vois, les 3 de Bienne, c'est là où on avait notre cercle le plus grand. Après, faut dire, on a quand même fait une petite étude de marché, et les chiffres étaient de notre côté. C'était une belle surprise, parce qu'il y a un taux de natalité quand même un peu plus élevé. J'ai vu ça, votre article, exactement. C'est incroyable. À taille, si tu compares des villes à taille égale en termes de nombre d'habitants, les Biennois, ils sont actifs. Hein. c'est un marché qui risque pas d'être épuisé de suite. Donc du coup, on s'est dit, voilà, on commence là. Aussi, on s'est dit en français, tu vois, c'est une ville parfaitement bilingue, on s'est dit en français, parce qu'il y a quand même un petit peu plus d'offres en Suisse allemande, question de mentalité, d'approche, etc. On commence en français, et puis pour la suite, on verra. Mais en ce moment, c'est comme ça que on envisage cette année du moins. Mais c'est pour ça que ça marche déjà bien, c'est que vous répondez vraiment à une demande, et puis il y a de plus en plus de parents. Les jeunes parents savent pas encore, mais je pense qu'ils sont quand même rassurés de se dire, bah tiens, il y a cet endroit où je pourrais aller après, en toute innocence, de savoir ce qui les attend.
Moi, je sais qu'en tant que parent, j'ai beaucoup recherché ça, comme tu le disais. Moi, j'ai eu ma fille à 2 ans et 4 mois. Le mot, c'était décalage. C'est que je me sentais vraiment en décalage par rapport aux autres personnes qui n'avaient pas d'enfants. Mais je pense que là, vous allez faire un travail qui est énorme, mais vraiment énorme, et en plus dans toute la région, même à Genève. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a plein de projets qui sont en train de se lancer, mais en peu de temps. Mais encore une fois, il y a 2 ans et demi, moi, je cherchais, et c'était le début du Covid, je me rappelle que j'étais, et je me disais, mais je trouvais pas grand-chose. Et c'est ce qui est cool dans votre projet, c'est qu'à la fois il y a les spécialistes, mais il y a aussi du coup la rencontre avec les autres parents et créer le lien pour se sentir accompagné et savoir que tu peux t'adresser à d'autres personnes. C'est ça. Et je pense que le fait qu'il y ait des événements, tu vois, en personne, appuyé quand même par une plateforme qui se cristallise chez nous sur Instagram, tu vois, mais une plateforme où tu vas trouver, on en parlait tout à l'heure, tu vois, des textes pour des personnes qui aiment lire des textes, parce que les publications, on met quand même un point d'honneur à bien les écrire, à bien les référencer, que tu trouves des tips un peu plus pratiques, tu vois, une bonne adresse, je sais pas, on a même partagé grâce à la communauté, parce que finalement, tu vois, nous, on connaît pas toutes les régions par cœur et tout, donc chaque fois, on active la communauté, et donc, des références de sages-femmes, de lecture, de podcasts, d'adresses de lieux où tu peux aller au restaurant facilement avec ton enfant et tout. Donc, que ce soit quelque chose de plus pratique, une lecture, que ce soit pour l'aspect un peu plus, t'as envie de lire les galères, tu vois, on publie ce que c'est les VDP, donc c'est situations de parents. En fait, on se reconnaît tous là-dedans, tu vois. On se reconnaît tous dans ces galères que tu vis avec tes enfants, et avec de la distance, bien sûr, t'en rigoles, mais sur le moment, t'as juste envie de pleurer, tu vois. Ou de rigoler, je sais pas. Les deux en même temps. Voilà, et donc il y a tous ces niveaux de lecture, tu vois, que ce soit de la page Instagram, des tips qu'on partage, des moments de partage au sein des événements, et les événements, tu vois, ça peut être par exemple des groupes de parole, ça va être aussi cette mini retraite bien-être qu'on va avoir fin mai, où tu auras 3 mini ateliers, mais c'est aussi le seul événement public de toute cette année, et c'est-à-dire que les parents, ils peuvent venir même s'ils se sont pas inscrits à un atelier, tu vois. Ils peuvent venir, tu peux boire un café, tout sera aménagé, hyper kid-friendly, donc t'as pas besoin de ramener ta bavette, ta chaise haute, ton plat spécial. Tu peux venir, il y aura un petit photomaton, donc tu peux venir faire ton petit cliché, une petite photo de famille souvenir. Il y aura un vide-grenier, tu vois, donc c'est un peu, voilà, où tu vas, et tu sais que tu seras bien accueilli parce que tu viens avec ton enfant, ta poussette, tu vois, ton truc. Il y aura des autres parents, ton enfant il pleure, il fait un gros caca, mais c'est pas grave parce qu'il y aura la table allongée. Donc, voilà, c'est vraiment ça un peu l'idée, et on va voir, on va faire un peu le bilan en fin d'année, et puis regarder comment je suis sûre que ça va être le tonnerre et qu'il y aura énormément de monde, et du coup ça va vous pousser à organiser plein d'autres, parce qu'il y a des événements comme ça, mine de rien, c'est pour les parents, c'est une mine d'or. Je pense que vous l'avez vécu, mais quand tu te prépares à sortir avec tes enfants et que tu es en train de réfléchir avec ta petite liste à tout ce qu'il faut prendre, à tout ce que si... Oui, mais si on est dans un endroit où il fait trop chaud, trop froid, trop si, toutes les éventualités, l'enfant qui pleure quand tu es dans certains endroits où tu paniques parce que tu sais que les gens comprennent pas. Donc là, se sentir dans un lieu où tu sais que tu es compris ou comprise et que du coup, tu es tranquille, ça t'enlève un sacré poids des épaules, et je pense que là, tu peux commencer à en profiter. Oui, c'est aussi juste la volonté d'organiser des événements et des activités pour les jeunes parents, pour les parents ou jeunes parents ou futurs parents. Parce que moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, je me sentais hyper isolée. J'étais à la maison, on peut pas faire grand chose avec un nouveau-né. Enfin, ensuite plus tard, faire du yoga parent-enfant, voilà, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, on tourne en rond, et puis proposer des activités qui sont variées, qui changent du quotidien, qui sortent de l'ordinaire, pour sortir justement les parents peut-être de leur routine ou juste comme ça, ça fait plaisir de faire un peu autre chose, de sortir, de rencontrer des gens, voilà, de sortir de cette isolation de jeunes parents, puis de sortir un peu du cocon familial. C'est hyper important, puis c'est aussi un des buts de nos événements. Et l'idée de travailler avec des professionnels, c'est qu'en tant que parent, tu vas à un événement, en fait, tu ressors avec une carte de visite. Tu sais que si tu as envie d'approfondir, je sais pas, ce sujet t'as eu un bon feeling avec cette personne, tu peux, parce que tu sais qu'elle est là, qu'elle a une adresse, tu vas pouvoir la recontacter, lui demander un service, tu vois, de ton côté. Et donc, du coup, c'était aussi ça de mettre en avant ce qu'ils disent, parce qu'en fait, il y a énormément d'infos. Peut-être soit tu te noies un peu dans l'information, tu sais plus où aller chercher, soit, voilà, on a estimé peut-être que c'était pas assez mis en avant et que c'était peut-être un peu plus difficile, tu vois, de trouver. Voilà. Oui, non, c'est clair. Et Magda, t'as parlé de l'isolement des parents.
Pour moi, ça c'est le point vraiment fort, quoi. Ce que je trouve difficile quand tu deviens parent, c'est qu'effectivement, soit tu te dis allez, je m'en fous, je le tente, soit on est vite stressé par l'environnement, par les toutes premières fois sortir avec un bébé, puis après quand ils sont plus grands, faut trouver le bon moment entre les horaires de sieste, le trajet, faut faire des calculs, des fois c'est plus possible et c'est extrêmement difficile, et je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui finalement se disent bon non, je vais pas sortir parce que c'est trop compliqué, parce que ci, parce que ça, et au final c'est ça, c'est l'isolement, et après tu te renfermes sur toi, et puis t'as de moins en moins envie de sortir, au final, et c'est super difficile à vivre. Surtout si on avait une vie sociale, et puis une vie sociale épanouie avant, et puis qu'on sortait beaucoup, ça fait un choc du coup. Ouais. Vous avez chacune 2 enfants. J'imagine que le premier, ça a été un peu la découverte, la grosse surprise, le bouleversement, plein de mots pour décrire le premier enfant. Et le deuxième, qui a dû se passer bien autrement, j'imagine. Donc ça a aussi forgé votre expérience, et je pense votre volonté d'accompagner les jeunes parents, comme vous le disiez. Alors j'étais la première à avoir un enfant dans mon entourage. C'était un petit garçon très voulu, mais quand il est arrivé, c'était un tsunami. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je me suis toujours dit que la maternité, c'était quelque chose de naturel, voilà, qu'il n'y avait pas plus naturel que ça. Et du coup, je me suis pas spécialement préparée. Enfin, j'ai lu quelques livres parce que ça fait partie de mon ADN aussi. Moi, j'ai fait des études littéraires, donc lire, c'est un peu une de mes passions, faire des recherches spontanées et tout. Alors j'ai lu, j'étais abonnée clairement tous les matins au maternel à la télévision. J'adore. C'était mon petit truc, ouais. Mais au-delà de ça, je me suis pas vraiment posé de questions sur son arrivée. Oui, en fait, je me suis demandé pendant la grossesse, est-ce que l'amour va venir tout de suite, parce que moi, je me suis pas sentie maman quand j'étais enceinte. Puis quand il est arrivé, oui, alors c'est venu tout de suite et tout, mais par contre, le postpartum, l'isolement, les changements corporels, physiques, la difficulté de l'allaitement, l'éloignement dans le couple, tout ça, c'était trop pour moi, trop d'un coup. Et le manque de sommeil, bien sûr. Et en fait, j'étais pas, j'ai pas été déçue, mais je m'attendais vraiment pas à ça. C'était vraiment une contradiction dans les émotions qui était très difficile à gérer. Et à ce moment-là, j'étais toute seule à être jeune maman, et j'avais énormément de visites, mais je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. En fait, quand j'étais enceinte, l'attention était portée aussi sur moi. Dès que le bébé est arrivé, c'était le bébé. Et personne ne s'est intéressé à ce que je ressentais à ce moment-là. Et en plus, comme j'étais toute seule à devenir maman à ce moment-là, j'ai pas osé dire aux gens, mais en fait, parce qu'on m'a posé en plus cette question. Alors, t'es heureuse? Oui. Oui, c'est trop, c'est que du bonheur. Non, en fait, pas du tout. On pose la question avec la réponse déjà prête derrière. Exactement. On s'attend pas, on n'a pas envie d'entendre la réponse, en fait. Et ça, on le voit dans les yeux. Et en fait, maintenant, avec le recul, je voyais même dans les yeux, ou est-ce que c'est moi qui surinterprète, je ne sais pas. Mais je voyais que les gens savaient, en fait. C'est comme si je sentais que, peut-être, je sais pas, ma maman ou bien d'autres femmes plus âgées, elles savent que c'est difficile. Mais personne n'ose le dire. Et ça a fait naître après coup une colère en moi. Et pour le deuxième, du coup, je me suis préparée totalement autrement. En fait, j'ai découvert un peu par hasard Bliss Stories. Et en fait, pendant toute ma grossesse, j'ai écouté tous les épisodes. Et ça, mine de rien, enfin, ça peut paraître bête, mais c'était tellement formateur. D'écouter tous ces témoignages de jeunes femmes qui avaient vécu exactement la même chose que moi, ou différemment, tout simplement. Donc, qui avaient vécu d'autres choses, mais de se dire, mais oui, mais en fait, la difficulté, ça fait partie du voyage, c'est normal. Et, mais en fait, il suffit de le dire. Et juste d'entendre que les autres avaient vécu la même chose, c'est hyper libérateur. Pour moi, c'était clairement, ok, c'est normal. Je me suis dit, ok, c'est normal, ça va être compliqué un peu, les premiers mois, puis après, on va s'adapter, et puis voilà. Puis aussi, ça m'a permis de me dire, non, tu ne pourras pas tout gérer, parce que moi, je me suis mise une pression monstre, en fait, avec ça, où, fallait que la maison soit aussi rangée, puisque j'étais à la maison, puis que je pouvais m'occuper du bébé, que je pouvais tout faire à côté, et pas du tout. Et moi, à ce moment-là aussi, j'étais en fin d'études, donc je devais écrire mon travail de mémoire. Je me souviens encore à la maternité, j'ai des amis de l'université qui sont venus, puis qui m'ont dit, ouais, mais du coup, comment tu vas faire? Rien, en fait, je vais prendre comme un congé mat, et puis après, comme chaque mère qui retourne au boulot, moi, je vais reprendre mon mémoire.
Ouais, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Du coup, ça a pris un peu plus de temps. Je l'ai terminé, mais c'était plus laborieux. Mais toute cette pression que je m'étais mis la première fois, la deuxième fois, je me suis dit non, on fait comme on peut. Si aujourd'hui je peux pas tout faire, c'est pas grave. Et en fait, la deuxième fois, je l'ai vécu d'une façon totalement différente, plus sereine. Maintenant, je me dis, maintenant, si je dois vivre un 3e postpartum un jour, pas de problème. Parce que t'es prête. Parce que je suis prête, puis parce que voilà, quand on sait à quoi s'attendre, puis quand on sait qu'on n'est pas tout seul, quand on sait que c'est normal, en fait, tout est plus facile. Ouais. Oui, puis comme tu disais, en écoutant Bliss Stories, qui est hyper formateur, tu as ce sentiment de te dire, ok, je suis pas la seule. Elle est dans une autre ville, elle est dans un autre pays, certes, où elle peut être au bout du monde, mais cette personne ressent certaines choses que moi je ressens. Ça me rassure, c'est pas quelque chose que j'ai développé et ouais, comme tu dis, ça va passer. Exactement. Et alors pour toi, Cléoriana, comment as-tu vécu l'arrivée de ton premier fils? C'était un bébé totalement souhaité, donc j'étais sous contraceptif durant de nombreuses années, et puis on m'a toujours dit, tu vois, ça prend beaucoup de temps et tout. Du coup, on avait décidé de se marier courant 2019, non, en septembre 2019, et en 2018, au retour d'un voyage au Costa Rica, j'ai dit, moi j'ai envie de, tu vois, purifier mon corps, arrêter avec toutes ces hormones, et du coup j'ai arrêté ma contraception et en début d'année, et puis du coup tu vois, on a fait attention, mais pour moi, tu vois, ça allait prendre du temps et tout, et puis on s'est dit vu que ça prend du temps, tu vois, on peut faire un petit peu moins attention tout en sachant que ça va venir, mais quand on sait pas, et du coup je me rappelle très bien parce que c'était au brunch du 1er août. J'ai dit, je devais aller aux toilettes, je pense, toutes les 5 minutes. Et je me suis dit, mais c'est vraiment bizarre, cette histoire. Puis tout d'un coup, j'ai eu comme un trouble, tu vois. Je me suis dit, mais quand c'est que je suis censée avoir, tu vois, mes règles? Et tout d'un coup, alors moi, je suis super organisée. Tout d'un coup, j'ai eu un doute. Mais je pense, en fait, c'était un doute, tu vois, de juste inventé, parce que je savais très bien que j'étais censée avoir mes règles, et donc je vois encore le regard de mon mari, au bout de la 10e fois, je reviens des toilettes, parce qu'on était avec toute la famille, puis il me fait comme ça, avec des yeux, comme pour dire, alors c'est venu? Puis moi, je regarde, je lui dis, non. Alors on vivait à Zurich à ce moment-là, puis on était à Bienne pour le voyage, donc on fait tout le voyage retour, où j'ai dû m'arrêter 3 fois pour faire pipi sur un voyage d'1 heure, tu vois, quand même pas normal. Alors, mais on décide à ce moment-là, encore pas faire de thèse, on va se coucher, le lendemain on se réveille, les deux, et on se regarde, on dit, on va chercher le test. Et on va chercher le test, tout en sachant les deux qu'en fait, j'étais enceinte. C'était pas possible autrement, mais vu que c'est la première fois, tu sais pas. Du coup, enfin, il est positif, et on était aux anges, mais vraiment aux anges, parce qu'on pensait jamais que ça allait venir comme ça vite. Et après, aussi en sachant qu'on allait se marier 3 mois plus tard, t'as un peu tu te dis, bon, est-ce que ça va se voir au mariage et tout, mais c'est tellement des aspects, tu vois, un peu ludiques comparé à la joie que tu peux ressentir. Donc c'était vraiment super. Et puis je dois dire, une grossesse, je me sens presque un peu, tu vois, encore une fois coupable de dire ça, mais une grossesse sans problème. J'ai toujours, tu vois, fait de la danse, du yoga, etc. Donc j'étais assez à l'écoute de mon corps, et j'ai toujours souhaité vivre cette expérience, tu vois. Donc pour moi, c'était clair une fois que j'allais être enceinte, et donc du coup là, je la vivais un peu comme tu découvres une ville. Alors, moi, j'ai beaucoup de plaisir à voyager, comme j'ai compris. Donc chaque mois, tu vois, je recevais cette newsletter de famille gros, tu vois. Alors tous les lundis, c'était à ma pause déjeuner, je disais ah oui, j'ai ce symptôme. Ah oui, tu vois, je les inventais tous ah oui, c'est exactement ça. Oui. Et donc du coup, pour moi, c'était, tu vois, je vivais l'expérience que j'ai toujours voulu vivre. Et bien sûr, ça venait avec les nausées, la fatigue, etc. Mais si tu veux, j'apprivoisais tout de manière hyper positive, parce que c'était quelque chose que j'avais voulu vraiment vivre. Et puis encore une fois, dans mon esprit, une grossesse magnifique, alors qu'en fait maintenant, avec le recul et avec l'accouchement, je veux dire, avec le deuxième accouchement, je me rends compte que c'était en fait l'accouchement de l'horreur, tu vois, plus de 24 heures pour accoucher, 2 heures de push time, enfin vraiment. Mais à ce moment-là, moi je disais, c'était magnifique, c'est l'accouchement que j'ai souhaité, tu vois, parce que j'avais pu le faire naturellement, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le deuxième qui s'est passé encore plus facilement et plus rapidement, qu'en fait j'étais pas du tout en contrôle comme je l'aurais souhaité, tu vois. Enfin voilà, c'était assez, j'en garde un très beau souvenir. Et puis après cette découverte du passage de vie de 2 à 3, c'était encore une fois, on vivait à Zurich, et on était donc loin de nos familles qui vivaient à Bienne ou Berne respectivement. Donc on était vraiment un peu, malgré le fait que tout le monde était assez présent, tu vois, les copines Magda, ma sœur étaient venues à plusieurs reprises et tout, mais on était vraiment, donc mon mari, Adriane, Lionel et moi, dans une petite bulle, tu vois, surtout les premiers jours où tu sens vraiment l'effet des hormones sur toi, tu vois. C'était vraiment
hyper chou. Par contre, alors, tout d'un coup, un poids s'est abattu sur moi. Tu vois, le premier jour où tu sors, où ton mari est retourné travailler et tu sors seul avec ton enfant. Tout d'un coup, j'ai pris constat, tu vois, vraiment de toute cette responsabilité. Je me suis dit, mais en fait, il me fait confiance à ce point qu'il me laisse seule avec le bébé. Genre, tout d'un coup, si quelque chose se passe mal, c'est moi, c'est ma seule responsabilité. Et je me rappelle vraiment d'avoir vécu ça vraiment comme un petit choc. Je l'ai surmonté, tu vois. Je me suis dit, non, tu sors comme ta mère et toutes les autres femmes avant toi sont sorties de la maison et voilà. Mais je me rappelle vraiment, j'étais un peu tout d'un coup intimidée, tu vois, par oui, puis tu le vois partir un peu en mode non, oui, et tu te dis bon en fait je suis sortie pour aller le retrouver, tu vois. C'était notre première sortie, prendre le bus pour aller le retrouver après le travail. Mais bon, mais tu vois, c'est pas anodin aussi que je dise tout à l'heure oui, comme ta mère et peut-être ta grand-mère l'ont fait, parce que si j'idéalisais, et probablement encore maintenant, mais peut-être un peu de manière plus légère, mais ce rôle de ma mère, tu vois, je vois ma mère comme une femme très forte, 3 enfants, avec le modèle de parents de l'époque, c'est-à-dire mon papa 100% dédié au travail, en plus indépendant. Elle a mis en pause sa carrière durant, tu vois, jusqu'à ce qu'on soit en âge de 16 ans. Pour la plus petite, on est 3 sœurs. Donc, du coup, totalement dédiée à nous. Je l'ai jamais entendu se plaindre, jamais vu pleurer. Elle a allé de l'avant, elle nous menait les 3 d'une baguette. Tu vois, tu peux pas t'imaginer. On allait vivre à l'étranger, celle qui a organisé des déménagements, etc. On a repris l'école, on est revenu. Ouais. Donc, le modèle qui est génial, mais en même temps qui te met une pression monstrueuse. T'as tout à fait compris. Et donc, du coup, dans des moments, tu vois, un peu plus durs, par exemple, on est revenu vivre à Berne, toute la fatigue, etc., t'arrives pas facilement, en fait, à verbaliser ça. Et donc, tu te dis, oui, ça va. Mais, en fait, tu t'essayes de sentir s'il y a la porte à pouvoir partager, mais en même temps, tu sais pas trop, tu vois, parce que t'as pas envie du jugement, t'as pas envie de, tu vois. Donc, oui, puis tu te dis, maman, je l'ai jamais vu, enfin, ça, elle l'a géré, quoi. Donc, elle l'a géré, donc moi aussi, je peux, tu vois. En plus, elle en a eu 3, j'en ai 2. Et c'est faux, tu vois, c'est pas une façon de faire, tu vois, constructive ni positive, mais oui, je sais pas. Tu le fais jusqu'à ce que tu remarques que tu le fais, après, t'essaies de moins le faire. Et bien sûr, mais après, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai trouvé cette porte, tu vois, de partage. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte à travers ce qu'elle me racontait qu'elle aussi elle vivait les galères, tu vois. Et quand elle me disait, mais tu te rappelles, moi aussi des fois papa rentrait et je partais, et en fait nous on savait même pas, on disait elle allait faire des tours en voiture. En fait elle avait besoin de sa bouffée d'air. Et à ce moment-là, quand t'es enfant, tu l'interprètes pas comme ça. Tu dis, oh maman elle allait voir sa sœur, ou tu sais même pas, tu vois. Tu dis elle allait à la gym. En fait c'est parce qu'elle avait besoin juste de poser les plaques. Et à ce moment-là, juste d'entendre ça, je me dis, t'as aussi vécu ça, tu vois. Et donc c'est aussi normal en ce moment, moi, j'en puisse plus, et j'ai le droit de le dire. Donc, mais c'est ce modèle, tu vois. On parlait d'injonction tout à l'heure, ce modèle d'un parent proche de ton cercle familial que tu admires comme ça, mais il pèse fort, tu vois, sur ton style de parent. Et, je pense que c'est aussi une des choses que je pense que la plateforme aide à... Mais pas au-delà de nos modèles parentaux, c'est aussi surtout, mais aujourd'hui, la société nous demande ça. Elle nous demande de travailler comme si on n'avait pas d'enfants. C'est ça. De nous occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail à côté. D'être en forme, d'être jolie, de tout faire, en fait, de tout gérer. Ouais. Mais c'est pas possible d'être partout à la fois à 100%. Non, et puis ça te pèse énormément, parce que parfois tu te vois dans un miroir et surtout, au pire moment et tu te dis, mais pourquoi, c'est pas possible, j'y arrive pas, et puis là, tu vois ta maison, tu te dis, non, mais c'est le bazar, pas possible. Ouais, non, puis quand on se consacre à sa carrière professionnelle sans enfant, on est 100% axé là-dessus, c'est notre priorité et tout. Une fois qu'on a des enfants, la priorité, elle change. Mais... Ou pas. Non, mais je pense que tu mets quand même tes enfants en premier. Oui. Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'ajoute. Voilà, c'était plus la même personne exactement. Au travail. Et du coup, j'ai l'impression que la société, elle voit ça d'un œil négatif. En tout cas, le monde du travail voit ça d'un œil négatif. Et je trouve ça très dommage, parce que quand on devient parent, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on s'ajoute une valeur, je trouve. On apprend des choses, on acquiert des compétences qu'on peut mettre après à profit dans le monde professionnel. Et je trouve que la société devrait se servir de ça. Et je trouve qu'elle n'est pas... en tout cas en Suisse, je trouve qu'il y a un blocage en fait à ce niveau-là. Oui, qu'il faut encore travailler, qui commence à s'ouvrir gentiment, mais... Oui, mais ça reste encore difficile. Et je pense que du coup, ça enferme encore une fois les parents, les deux, les mères et les pères. Au-delà du cercle familial, ça les enferme aussi dans le monde professionnel, parce qu'il y a quelque chose en toi qui change, peu importe comment tu changes, mais il y a forcément un changement qui s'opère. Et c'est-à-dire que quand tu reviens au travail après avoir eu ton enfant ou tes enfants, il y a des choses que tu vas pas dire parce que tu sais que tu vas faire l'objet de remarques, et
moi, je sais qu'il y a des choses où j'avais pas envie qu'on me fasse remarquer parce que c'est lié à ton enfant. J'avais pas envie de rentrer, en fait, en quelque sorte, dans ce cliché, si je puis dire, du parent qui a changé. Je voulais pas donner raison à ce côté société de me dire, bah, maintenant, t'es différente. Mais en même temps, c'est une réalité. Et j'avais aussi besoin qu'on le remarque et de le dire parce que c'est comme ça, point. Et ce que tu disais, moi, personnellement, oui, les priorités changent. Ma fille est malade, je suis au travail, je suis pas concentrée sur mon travail. Il y a un rendez-vous chez le pédiatre, il y a ci, il y a ça, je dois penser à 1000 choses. Est-ce que, c'est bête, est-ce que j'ai encore assez de compote à la maison? Est-ce que j'ai du pain? Est-ce que j'ai préparé ci? Et je suis pas la seule à le penser, on est deux, heureusement, c'est une bonne chose. Mais ça n'empêche que ton cerveau, malgré tout, il turbine là-dessus. Encore une fois, ça t'isole aussi à ce niveau-là, et dans ce cas, c'est... Non, mais je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. Et puis, aussi, pour ma part, avec l'arrivée du deuxième, j'ai fait le choix d'arrêter de travailler. Alors, c'est un choix qui était totalement délibéré dans le sens où on s'est mis... même avant d'avoir des enfants, avec mon mari, on s'est donné le choix, tant à lui que à moi, de dire, ok, à quel pourcentage t'as envie de travailler? Et en fonction de nos envies, on allait mettre tout en place pour y arriver. Lui, il a clairement dit aussi, dans mon milieu, ça se fait pas, mais au-delà de ça, j'ai pas envie de baisser mon pourcentage. Mm-hmm. Et c'est 100% respectable. Moi, je savais que j'allais baisser mon pourcentage avec l'arrivée du premier, ce que j'avais fait. Et en fait, après une année, j'ai vu l'année comme elle est passée vite avec les neige, je me voyais pas, en fait, avec un deuxième, au-delà du travail que ça représente, passer à côté de tout ça. Tu vois, j'avais envie, je dis tout le temps, c'est une décision qui a pas de date de péremption parce que j'ai envie de me dire, tant que j'y tire du plaisir, tant que je sens que je suis pleine avec ce travail-là et que je peux me le permettre, tant mentalement que physiquement et aussi financièrement, alors dans ce cas-là, je le fais. Mais ça n'a pas été un choix facile. Ça a été un choix construit au fil des conversations que j'ai eues avec des gens. Notamment, je me rappelle avec mon beau-père, et je peux même plus te parler du contenu parce que je m'en rappelle pas, mais je sais que ça a été décisif dans mon choix de me dire, ok, en fait, parce que j'étais une personne qui se définissait de par son travail. Tu vois, j'ai énormément travaillé depuis très jeune. J'ai eu des postes à responsable, mais mon job, il était hyper intéressant, hyper sexy. Tu vois, je voyageais, t'étais en déplacement constant, on te donne des responsabilités, gestion de projet. Enfin, j'adorais ça. Tu vois, c'était ma passion. Et donc, de renoncer à ça, ça n'a pas été un exercice facile. Mais c'est un réel exercice, tu vois, mental, de me dire, ok, est-ce que je suis prête à renoncer à cette partie de moi? Parce que à ce moment-là, je pensais que c'était une partie de mon identité. Est-ce que je serais reconnue par mes pairs, tu vois, au moment où je vais vouloir revenir dans ce cercle-là? Et donc, c'était des conversations comme ça, et aussi une volonté pour finir, si ça vient pas de toi, tu le vis mal ou t'arrives pas à franchir le cap. Et je pense ce qui m'a beaucoup aidé, c'était aussi le fait que mon mari me dise, mais en fait, c'est ton choix. À aucun moment, je vais émettre un avis là-dessus parce que il y a que toi qui peux dire quel type de vie t'as envie d'avoir, professionnel, privé, etc. Et peu importe ce que tu me diras, je mettrai tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et donc, c'est magnifique. Je sais que c'est pas à la portée de tout le monde. Et je pense, éternellement reconnaissante pour le style de vie que j'ai à l'heure actuelle. Mais de pouvoir dire, j'ai envie, c'est un luxe à l'heure actuelle. Tu vois, de dire, j'ai envie et je peux me dédier à mes enfants à 200%. Jusqu'à quand? On verra. C'est magnifique, tu vois, et d'aimer faire ça. C'est ce qui est le plus beau. Et donc, du coup, j'ai passé conversation aussi, je me rappellerai avec ma femme de ménage, elle me disait, je parlais beaucoup avec elle du temps où on vivait à Zurich, puis elle me disait, mais tu vois, en fait, du travail, il y en aura toujours. Si t'es prête à travailler, il y en aura toujours. Peu importe ce que tu fais. Par contre, les années avec tes enfants, elle en avait 4. Elle m'a dit, les années avec tes enfants, elles sont derrière. Et ça, personne te le rendra. Tu vois, ça te marque comme conversation. Mais encore une fois, au début, quand j'étais, tu vois, à table avec des collègues, je sais pas, un souper avec mon mari, etc., tout d'un coup, comment tu te définis? Avant, c'était, ah oui, je travaille ça, et sinon, oui, j'étais à la Biennale, et sinon, je suis en train de... Et là, tout d'un coup, tu parles de quoi? Tu vois, si c'est pas de tes enfants, alors il a fallu se réinventer, retrouver une place dans la société, et je pense qu'il y a que moi, tu vois, qui avait ce souci-là, mais c'était quand même un exercice, vraiment. Et de se sentir autant important, parce que tu fais le travail du parent qui est à la maison avec les enfants, se sentir autant important que l'autre personne qui ramène en fait l'argent à la maison ou qui exerce une activité professionnelle en dehors de la maison. C'est un exercice qu'il a fallu faire pour être vraiment en paix, tu vois, envers les autres et me sentir autant légitime que ma collègue qui est restée active, tu vois, par exemple. Et si t'arrives à faire cet exercice-là, c'est magnifique. Et si t'as envie de le faire, parce qu'en fin de compte, si quelqu'un m'avait imposé cette décision-là, je pense que je la vivrais pas aussi bien qu'à l'heure actuelle. Mais c'est un rôle qui dans la société est pas du tout valorisé. Non, et puis c'est vrai qu'il y a là aussi, il y a beaucoup de mamans, et j'insiste sur les mamans, qui sont obligées
et pas, comme tu disais, de leur propre volonté de mettre leur carrière sur pause, parce que il y a beaucoup de, je sais pas comment c'est à Bienne ou dans la région vaudoise, bernoise, valaisanne, enfin voilà, mais en tout cas chez nous à Genève, on a énormément de soucis à trouver une solution de garde. Et là, t'as pas beaucoup de choix. Quand t'as pas de place en crèche, que t'as pas forcément de nounou. C'est pas seulement une question de place, c'est aussi une question de, bon alors, est-ce que je reprends? Après, c'est un choix. Est-ce que je reprends à 100% et j'ai pas envie? Oui, aussi. Comme ça, il y a un gain derrière quand même. Ou est-ce que je reprends à mi-temps, mais tout ce que je gagne va aux solutions de garde? Ouais. Du coup, ça ne vaut pas la peine. C'est exactement ça. Outre le fait que, voilà, pour ton épanouissement personnel, Voilà. si tu as besoin de travailler, tu as besoin de sortir du cercle familial, ben voilà, le bénéfice, il est là. Ouais. Mais on se pose quand même toujours la question. T'as toujours l'impression de perdre quelque chose, en fait. Exactement. C'est ça qui est très Il y a difficile. toujours la pression de faire des sacrifices. Ouais, c'est ça. Et aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, comment utiliser toute l'expérience, parce que tu as développé des nouveaux skills. Mais c'est ça, en fait, quand tu deviens parent, c'est que t'as une gamme de compétences que t'as développées, que tu devrais logiquement pouvoir mettre dans ton CV. Quand on me dit, bon, je recommence bientôt de travailler, mais... mais encore maintenant, bah, moi j'ai été à la maison pendant 4 ans, là. Et quand on me demande, mais tu fais quoi? Je suis à la maison. Et t'as fait des études? Pourquoi t'as fait des études? Si c'est pour rester à la maison. Oui. Si c'est pour ne rien faire. Oui, ne rien faire. Ouais, ah, ça c'est d'une violence. Mais c'est d'une violence inouïe. Mais bon, voilà. Ouais. Après, c'est aussi souvent les gens qui n'ont pas d'enfants qui sortent. C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai juste envie de, tu vois, t'as même pas envie de répondre, t'as juste envie de sourire. Parce qu'en fait... On verra quand ce sera ton tour. Oui, parce que... Si c'est tout. Tu parles de quelque chose que tu connais pas, parce qu'en fin de compte, ce qui doit, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'aide énormément, c'est le soutien de mon mari, tu vois. La reconnaissance, il vient à la maison, il y a les enfants qui ont décidé de faire un château avec toutes les couvertures, donc la maison en sens dessous, on est en train de jouer, mais en fait, ça le rend le plus heureux de nous voir jouer. Il dit, oui, ben, on cuisine tout à l'heure, tu vois. Et donc, s'il y avait pas cette reconnaissance, s'il voyait pas tout ce travail de coulisses que je fais, si le fait que je sois pas tout le temps, tu vois, maquillée et ongles faits, etc. Et ben, si ça c'était pas reconnu et s'il valorisait pas tout ce travail, je pense que je me sentirais pas aussi bien. Oui. Du coup, pour réussir à mener à bien votre projet pour #Vie de Parents, vous avez lancé une campagne pour récolter des fonds. Et à quoi va vous servir alors exactement la campagne? Alors en fait, on est totalement autofinancé. Okay. Donc les premiers sous qui sont sortis pour la plateforme, la mise en place, tu vois, le site internet, etc., c'était de nos poches. On s'est vite rendu compte que pour organiser un événement, ben il fallait, tu vois, les postes qui prennent le plus d'argent, c'est la location d'un lieu, les intervenants, parce qu'on a toujours mis aussi un point d'honneur à les rémunérer ou les dédommager, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Et donc du coup, on s'est dit, va falloir mettre quelque chose en place. Et donc la levée de fonds communautaire, c'est ce qui nous paraissait le plus adéquat. Et donc très vite, on a mis en place une campagne de levée de fonds sur la plateforme We Make It. Et puis on a bien sûr fait un budget et on s'est dit on aimerait récolter ce qui va nous permettre de couvrir nos frais de base, donc de roulement de fonds des 2 premières années. Okay. La cagnotte s'élève à 15 000 francs. Et on est assez confiante sur le fait, là il nous reste 1 semaine, on est assez confiante sur le fait confiante, ou on espère du moins très très fort qu'on va y arriver. Et ça nous permettra vraiment de couvrir les frais, tu vois, de base, donc location, un matériel aussi, ben étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on a juste un petit flyer, tout le reste, on n'a pas vraiment de matériel imprimé, tu vois, on n'a pas des affiches ou comme ça. Donc ça nous permet de faire ça. Et puis de dédommager, comme tu disais Magda tout à l'heure, les intervenants. Et puis je crois que c'est ça, hein, principalement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les frais de base. Et puis bien sûr, tu vois, les frais un peu standards, site internet, téléphone, etc. Donc ça, c'est l'idée de base. Faut savoir qu'on se verse pas de salaire encore avec la plateforme. C'est pas l'idée de base. Bien sûr, si après on arrive à en vivre, ça veut dire aussi qu'il y a de l'intérêt et puis qu'il y a de la demande et donc ça sera tout bénef. Mais pour le moment, il faut savoir que c'est vraiment un service. Qu'on fait qu'on met à disposition. Exactement. Ouais. Un gros effort qu'on fait dans ce sens-là, exactement. Okay. Et au niveau des ateliers, est-ce qu'ils sont payants justement? Oui, alors ils sont payants. Le prix varie en fait en fonction des ateliers. On met un point d'honneur à ce que ce soit quand même, faut que tout le monde puisse se le payer. Après bon bah c'est un certain prix, mais c'est toujours abordable. Si tu veux une fourchette, je pense que ça varie entre 30 et on a mis un point d'honneur aussi à pas dépasser les 100 francs. Et donc entre 30 et 100 francs en fonction de l'activité, de l'offre, exactement.
Et puis oui, ça dépend, tu vois, des disponibilités, des moyens de chacun. Mais l'idée, c'était de rester, comme tu dis, accessible, parce que le but, c'est vraiment, tu vois, que le plus grand nombre puisse se sentir concerné par l'offre. Aussi, on met toujours un point d'honneur à ce que les gens ne repartent pas les mains vides. On est très friands de ces petites choses, les petits goodies, les petits... voilà, petits accessoires et tout, on repart toujours avec un petit cadeau, je trouve que ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de garder aussi un petit souvenir. Bien sûr. Donc on met toujours en place aussi plein de petites surprises comme ça. Ouais. Et comment est-ce que vous voyez Hashtag Vie de Parents dans le futur? On a fait un choix, tu vois, à la base, de faire nos événements à Bienne, en français, tout en sachant, dès le départ, sans savoir comment ça allait, est-ce que ça allait prendre, comment ça allait se développer, en se disant, si ça marche, si ça intéresse et s'il y a de la demande, l'idée c'est de grandir en termes géographiques, tu vois. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a choisi Bienne, parce que c'était un peu au milieu, tu vois, c'est géographiquement à la porte de la Suisse romande, de la Suisse allemande aussi. Donc en fait, on n'a pas un plan défini, mais on a posé des intentions. L'idée, c'est de pas s'arrêter à Bienne, organiser des événements aussi au-delà de la région, et puis pourquoi pas, tu vois, collaborer avec des autres plateformes ou institutions qui vont dans ce même sens et organiser quelque chose de plus grand. Dans mes rêves, tu vois, les plus fous, je vois bien une sorte de, je sais pas, un festival dédié à la parentalité ou quelque chose de plus grand. Après, ça demande des moyens en termes de temps, d'argent, et voilà, il faut aller petit à petit, et puis surtout pour finir, le but c'est que ça réponde à une demande, tu vois. Donc voilà, grandir avec la demande, je pense que ça va être le mot d'ordre. Et puis si on arrive à vivre de la plateforme, puis de cette passion là, parce que franchement on est vraiment poussé par ça en fait. C'est ça qui nous a donné un peu des ailes, et on adore ce qu'on fait. Si un jour on peut en vivre, ce serait vraiment ça, c'est vraiment le petit rêve. Ça, ce sera encore la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est sûr. Et finalement, si je vous demande de me définir Hashtag Vie de Parents en quelques mots, on va dire 3 mots. Je pense qu'on peut d'abord parler de partage, que ce soit de partage d'informations, parce que on informe dans nos posts, tu vois, à chaque fois on choisit une thématique, et donc elle est vraiment abordée sous plusieurs aspects en termes d'expérience, grâce aux événements, tu vois, tu peux partager tes expériences, tes tips, tu vois, de parent en parent, tu vois, et toi tu galères comment t'as fait pour que ton enfant il s'endorme, tu vois, de partage dans ce sens-là, de bons plans aussi, parce que notre page elle regorge de bons plans, tu vois, maintenant local, parce qu'on est sur Bienne, on va maintenant ouvrir au Jura bernois là gentiment, à la vallée, etc. Donc mais aussi de galères, tu vois, à travers nos hashtags VDP, tu partages aussi tes galères, tes moments un peu plus rigolo. Moi je ris à chaque fois que je les lis, en tout cas. Les remarques des enfants et tout, elles me tuent à chaque fois. Alors merci aux abonnés qui partagent leur VDP, tu vois. Aussi une bonne source d'inspiration, c'est nos enfants. C'est nos enfants, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, partage, je dirais pour le premier mot. Pour le deuxième, on pourrait dire que c'est une plateforme qui est complètement déculpabilisante. Et c'était vraiment un début de premier, en fait, quand on s'est réunis les trois, et puis quand on a discuté les premières fois, c'est exactement ce qu'on s'est dit, c'est voilà, il n'y a pas de parents parfaits. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. Et il faut arrêter avec ces injonctions de parentalité positive, il faut pas faire de punition, il faut pas élever la voix, il faut pas utiliser le chantage. Personnellement, le chantage, c'est mon arme. C'est ma seule arme. Ne me l'enlevez pas. Non, voilà, on n'est pas parfait, on est des êtres humains, et puis voilà, ça arrive de crier, ça arrive d'être à bout. Il y en a pas que voilà, il y a pas que les enfants dans la journée, il y a aussi d'autres soucis peut-être qui viennent s'ajouter, et puis on n'arrive pas toujours à faire la part des choses. On n'est pas toujours parfait en tant que parent, et je trouve que c'est bien. Voilà, on est humain juste, et voilà, et juste dire tout va bien en fait. Tout est normal, on est tous pareils, on est tous dans le même bateau, et voilà, relax. Et de là découle peut-être le troisième mot, c'est qu'on aime bien imaginer notre plateforme comme une plateforme fédératrice, tu vois, la communauté, on aime bien imaginer comme tout à l'heure tu disais, en fait, rien que le fait de savoir que l'autre personne a aussi, ou une autre personne a aussi vécu ça, voilà, ça rassemble, tu vois. Et donc, dans cette idée-là, on aimerait développer une communauté qui se sente, tu vois, un peu unie
même de manière, tu vois, juste dans la pensée, te dire, ah, mais en fait, les gens qui partagent, qui vont mettre des commentaires, c'est des gens bienveillants, mais en fin de compte, des gens qui vivent la même chose que toi. Et rien que de penser que peut-être, tu vois, quelque part, il y a une personne qui vit la même chose que toi, tu dis déjà, je sais pas, c'est quoi, tout va bien, on est tous dans le même bateau, quoi. Voilà. Ok, merci. Merci de nous avoir fait vivre notre premier podcast, voilà. Très chouette expérience, Merci pour cette rencontre. Et moi, je vous souhaite tout de bon parce que je sais que ça va marcher d'enfer parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont profiter. Vous allez faire énormément de bien autour de vous puis même vous allez en vivre, pas encore financièrement tout de suite, mais j'espère très vite parce que je suis sûre qu'il y aura une forte demande. Il y a déjà une demande, mais ça va ouvrir. Et puis le bouche à oreille quand on est parent, c'est ce qui marche le mieux parce que c'est là où on va recommander tous nos amis. Tu verras, ça va se passer, c'est génial. Et puis le fait que ce soit qu'il y ait du concret, comme tu le disais au tout début. C'est pas des conseils un peu superficiels qu'on trouve un peu partout. Là, c'est vraiment concret. Et je pense que beaucoup de parents vont repartir de chaque événement en se sentant un peu regonflés à bloc. Donc ça, c'est énorme. Donc bravo pour votre travail. Merci.